chien comme ça va aller? C'est bon. Bon bah c'est parfait. On avance? On avance. Alors salut, bonjour Étienne. Comme on vous l'avait promis, on vous avait dit que la vie agricole aurait des expériences en France. Ça a commencé avec un passage chez Jean-Marie Serroni à Bayeux. On est à Virey en Champagne et nous sommes chez Étienne. Bonjour à tous. Étienne Fourmont, que vous avez connu à travers les différentes quotidiennes depuis quelques mois maintenant. Ouais. Et là, on va commencer par une visite de ta ferme parce qu'ils veulent tous savoir comment ça se passe chez Étienne. Alors comment ça se passe chez Étienne? Bon, c'est relativement simple, c'est une ferme laitière classique française. Donc vous voyez, on voit derrière là déjà, il y a quelques veaux là, mais la saison des vélages touche à sa fin. Donc il me reste quelques veaux encore ici. Donc on les met là. Et puis ce que je propose, c'est de continuer le tour. Ouais. On va aller voir un peu comment ça s'organise au niveau de la ferme, les bâtiments, les animaux, où ce qu'ils sont, et ce qu'il y a comme animaux. Et puis je vais te montrer tout ça. Si, alors en ce moment, ouais, je fais un petit... On a des guides qui nous suivent. Ouais, on a le chien qui nous suit, qui est derrière. Et en ce moment, c'est les ensilages. C'est des ensilages. Donc c'est les ensilages. Donc là, ce matin, papa était parti ensiler chez un voisin. Donc c'est pour ça qu'on a le tracteur et qui est attelé sur la benne, quoi. Alors le tracteur classe que vous reconnaissez au passage pour ceux qui achètent français. pour ceux qui nous connaissent parce qu'il y a des allonges de classe chez nous aussi. Ah, d'accord, ok. Donc les tracteurs classe qui sont fabriqués au Mans, pas très loin d'ici. Ils sont fabriqués ici. Ouais, qui sont fabriqués pas loin d'ici. Donc il y a le tracteur qui est derrière, qui est prêt. Si on continue vite fait, là vous allez avoir bon, alors, le télescope qui nous sert tous les jours. C'est un matériel qu'on utilise tous les jours. Vraiment pour la manutention, tout ça. Case de vélage et case de vélage infirmerie, voilà, où on a les animaux. Là, on a une génisse qui est dedans, là, en train de manger et qui a vélé cette nuit. Et les petits veaux ici. Et les petits veaux au dalle ici. Là, on a tout ce qui est petits veaux. Nous, on les élève alors 15 jours en niche. Et après, dès qu'elles ont 15 jours, on les amène au dalle. Donc, hop, là, qui est un distributeur automatique de lait. Et après, elles se débrouillent toutes seules. Puis derrière, qu'on voit. Voilà, donc là, tout ce qui est petits veaux, petites génisses, tout ce qui est pas sevré en fait, sont ici. Si on continue, on va se déplacer par là. Là, on voit tes champs en fait. Ouais. Combien d'hectares, tu m'as dit? Alors on a 90 hectares. 90 hectares, dont 60 qui entourent la ferme. Voilà, qui entourent vraiment la ferme. Alors après, on a une route quand même qui coupe ça en deux. Ouais. Mais sinon, on a 60 hectares vraiment autour de la ferme. Et 30 hectares, pas très loin, à 1 km. Donc, qui servent à nourrir ton troupeau. Ouais, on fait vraiment... Attends, on va se décaler un petit peu du... Hop, voilà, on fait comme ça. 60 hectares qui servent à nourrir le troupeau principalement. Je fais un peu de céréales pour la paille et pour l'orge. Je donne de l'orge aussi aux vaches. Donc on fait un peu de céréales. Mais sinon, ouais, la majorité des surfaces qu'on utilise, c'est vraiment pour nourrir les animaux. Puis ici, là, on est dans les tables, des veaux et des génisses. Exactement, ici c'est vraiment... alors côté là... Ça va être les génisses de moins d'1 an, on va dire. Et à droite, là où il y en a beaucoup, parce qu'en ce moment j'en ai beaucoup, ça c'est toutes les génisses qui ont entre 1 et 2 ans, qui sont à inséminer. Ou inséminer déjà, tu vois. Donc il y a tout ça, si je vous montre ça, hop. Et ça va jusqu'au bout du bâtiment là-bas. Donc tout ça, c'est vraiment des lots de génisses qui sont soit pleines, soit inséminées. Voilà. Et donc tout le monde est dans ce bâtiment-là. Tout ce qui est génisse, on va dire sevré, jusque quasiment au village, tout est ici. Donc on va sortir. On va continuer le tour de la ferme, on va se rendre jusqu'à tes robots. Tu as des robots Lely, je pense, de l'autre côté. Ouais, j'ai 2 robots de traite qui vont être où il y a le bâtiment des vaches, où on va arriver dans 2-3 minutes. Attends, juste me remettre le micro. Il va couper de toute façon. Oui, il va couper. Oui, il va couper. Je mets le micro correctement. Donc là, bâtiment de stockage. On vient de finir les moissons. Enfin, on a fini les moissons il y a quoi? Il y a à peu près 1 mois de ça. Donc là, c'est plein quoi. Paille, foin, tout est plein. Donc c'est très bien. Cette année, une bonne année. Très bonne année en fourrage. Exceptionnellement, on a eu un été très humide. Donc ce qui nous permet d'avoir fait des... Oui, j'ai cru comprendre qu'ici, il n'y a pas eu un été... Non, ça n'a pas été très estival. Non, je crois que c'est un des étés les plus pourris, les plus humides qu'on ait eu. Donc moi, ça me va très très bien. Ouais. Parce que j'ai pu faire des stocks de fourrage assez importants. Mais c'est vrai que pour les vacanciers, c'était pas le meilleur été. Donc là, c'est des ensilages qu'on voit ici à droite. Ouais, donc là, il y a les silos. On va passer devant les silos. Juste là, il y a le stockage. Ça, c'est le bâtiment, ce qu'on appelle fumière. Donc tous les fumiers des bovins sont stockés dans ce bâtiment-là. Et après, ouais, vous avez... hop, je vais tourner ça comme ça. Ça, c'est tout ce qui est silo de stockage, herbes, maïs, voilà. Tous les fourrages, chez nous, sont stockés en silo. On a un petit pâturage on va passer devant là. Ouais. Mais on a un pâturage de 4 hectares pour les vaches, qui est dans le cahier des charges de la laiterie, où elles vont pâturer. Mais sinon, le gros des fourrages est stocké dans les silos, quoi.
Voilà, elles sortent vraiment. Si on veut, hop, tu veux voir ça là. Elles sortent au bout, là on voit les barrières là. Les vaches sortent au bout, ils vont dans le pâture au bout. Et du coup après voilà. Là on arrive vraiment dans le bâtiment. Alors ça c'est le bâtiment, la table d'alimentation. Ouais. Donc c'est là que les vaches. C'est là qu'on voit le robot Lélie. Voilà. Il y a le robot au bout, on va aller le voir. Mais il y a le robot de la table d'alimentation qui s'occupe en fait de repousser le maïs, voilà. De repousser le maïs aux vaches quoi. Donc là c'est en train de manger. Alors là on est en début d'après-midi. Et là t'en as 75 en lactation. Ouais, j'en ai 75 en lactation. Sachant que je vais augmenter là fin d'année, début d'année prochaine, pour passer autour des 110 vaches. Okay. C'est le gros projet de cet hiver, enfin même, c'est le gros projet des 2 prochaines années, parce que ça va prendre du temps. Qui va demander de la construction, j'imagine. Qu'on va agrandir, donc le bâtiment de la table d'alimentation, on va le agrandir un peu, on va rajouter des travées au bout. Et hop, si on se met comme ça, donc là on est au croisement, alors attendez, ça va peut-être pas se voir comme ça, mais là, voilà. Là il y a la table d'alimentation, et là si on tourne comme ça, hop, on voit les robots de traite. Comme ça. Il y a des vaches déjà qui sont allées. Ouais, il y a une vache en train de se faire traire là. Il y a une vache en train de se faire traire dans celui-là. Il y en a 2. Et dans le prolongement, à angle droit, il y a tout le bâtiment des logettes en fait. Ouais. Voilà. Là où elles vont se coucher quoi en gros. Quoi. Et donc, ouais. Le but ça sera de rallonger ces 2 bâtiments là en fait. Voilà, table d'alimentation et bâtiment logettes. On va les ragrandir. Quoi. Comme ça, voilà. Ça fait plaisir de t'admirer en Champagne, ça fait quand même quelques fois qu'on se parle. Bah ça fait presque, oui, je pense que ça fait au moins pas loin d'un an je pense. Pas loin d'un an, même plus qu'un an, je pense qu'on a commencé à se parler en mars 2020 au début de la pandémie. Ouais. On t'avait repéré sur ta chaîne d'agri-youtubeur. Ouais. Et puis on est ici. Donc, en fait. Et là on va pouvoir, peut-être que là on a vu la ferme, on sait maintenant où habite Étienne, comment ça fonctionne et on va pouvoir tout expliquer ça au Québec. On va pouvoir revenir en détail. Te faire connaître un peu plus. Mais j'aimerais ça aussi que tu me parles un petit peu de tes contrats, contrats laitiers, parce que tu sais que c'est un sujet, tu l'as vu, tu as suivi les émissions avec... Est-ce que je te coupe, mais il va falloir qu'on se pousse parce que lui il va travailler pendant que nous on cause. En fait lui va juste aller pousser le maïs. Donc on va se pousser un petit peu, le temps de le laisser passer. Là c'est le robot Lélie qui s'en va ramasser le maïs pour rapporter ça plus près de l'alimentation des vaches. Il est prioritaire sur toi sur le déplacement. Il n'y a pas de souci. Je voudrais pas repartir en short. Ouais c'est ça ouais. Donc là il va aller repousser le maïs. Tu veux qu'on reste là ou on se met ailleurs pas trop de bruit lui. Non, il n'y a pas de bruit du tout. Pas de bruit, on reste là. On reste là. Non, comme ça, tu sais que le sujet du lait, tu as suivi nos émissions, tu as participé, tu as écouté l'Institut Jean Garon, Michel Saint-Pierre, Guy de Bailleul, Simon Bégin, souvent parler de la problématique, en fait qu'on vit au Canada, à savoir est-ce qu'on pourra indéfiniment sauver la gestion de l'offre, ou du moins comment elle va se moderniser. Mais je voudrais que tu nous expliques, toi qui as perdu, l'organisation sous contrat, sous quota parfois, il y a quelques années qui t'est retrouvé un contrat. Comment tu vis ça? Et je sais que tu es en contrat avec Bell. Comment tu vis ça et comment ça se passe? Comment vous négociez votre lait dans ce temps-là? D'accord. Alors je t'explique tout ça, si ça te dérange pas. On va juste se poser, parce que sinon je vais avoir mal au bras. Okay. Donc, on la pose la caméra et on commence. On fait ça. Ça va là? C'est bien? On va rester au soleil. Non, mais on est bien là. Ça va là, c'est bon? Oui. C'est parfait? Avant que tu aies le bras blanc. J'ai appris l'expression il y a pas cette semaine parce que on aparté, mais avec la mort de Jean-Paul Belmondo, il y a quand même eu énormément de reportages sur ces cascades. Et là il expliquait que je ne sais plus si c'était dans le Magnifique ou dans le Magnifique, en tout cas dans l'un des Rios. Alors il devait traverser entre 2 immeubles, il était accroché à un câble. Et là le cascadeur il avait dit fais gaffe parce que tu risques d'avoir le bras blanc. C'est ça. Et on le voit, on est sur la caméra. On le voit s'accrocher les jambes au câble. Ça, c'est le moment où il y a eu le bras blanc. D'accord. Avant que tu tombes de 40 mètres de haut. Ouais, non, mais là, on est sur le sol, donc ça devrait le faire. Mais c'est ça. Donc en fait, on parlait du lait. Oui. Moi, je veux savoir, en fait, parce que pour bien comprendre, je comprends qu'au Canada, on veut absolument porter la gestion de l'œuf. C'est important pour les producteurs de lait parce que ça leur garantit un prix. Ils ont toujours peur, en fait, avec les différents traités qu'ils signent de partout, qu'un jour tout ça explose et qu'ils perdent leurs conditions. Mais vous, ici, vous les avez plus, les quotas. Ouais. Comment ça se vit, en fait? Comment on passe à travers cette... Ouais, je pense que... Donc, très, très rapidement, avant, on avait l'État qui gérait les volumes, avec la profession, avec les syndicalismes, avec les transformateurs, avec les industriels. En gros, on gérait les volumes, on avait chacun le droit de produire un volume sur la ferme. C'est l'État qui gérait ça, en gros. Et le syndicalisme majoritaire, plutôt, gérait le prix. Voilà, négocier le prix avec les transformateurs. Et on était organisé comme ça.
En 2009, l'État a dit c'est anticoncurrentiel de gérer les volumes, de gérer le prix par les producteurs par le syndicalisme en fait. Voilà, c'est une entente, vous êtes tous d'accord avec l'industriel, c'est pas normal, donc vous n'avez plus le droit. Donc déjà en 2019, on nous a enlevé ça. Et après, la fin des quotas, c'était en 2015. Oh, c'est en 2015. 2015. Ouais, 2015, où là, l'Europe a dit, parce que les quotas c'est européen, où là, l'Europe a dit, bah écoutez, voilà, maintenant, nous, on gère plus tous les volumes, vous vous débrouillez avec vos industriels, voilà. L'Europe ne gérera plus les volumes. Donc, ils nous ont supprimé les volumes. Donc, il a fallu qu'on trouve une autre technique pour quand même contrôler un minimum ça, quoi. En France, on n'a pas ouvert les vannes. On a augmenté un peu la production, mais on n'a pas ouvert les vannes comparé à l'Irlande par exemple, ou un peu l'Allemagne, où vraiment l'Irlande, par contre l'Irlande a vraiment ouvert les vannes, ils voulaient produire beaucoup plus. Est-ce que c'est ça qui a permis de sauver des fermes comme la tienne, mettons qu'il y a encore des fermes de 60, 80, 70 vaches en France? Je pense que ça joue aussi, ouais. Après, c'est compliqué aussi parce qu'il y en a qui veulent faire plus de lait. Et on sait très bien que le nombre de producteurs de lait n'est pas en augmentation, il est plutôt en baisse. Et donc les gars qui voulaient faire plus de lait, on leur a dit non, on a des contrats, on a des volumes, donc vous ne pouvez pas faire plus. Donc c'est compliqué on est de moins en moins nombreux, mais on va aussi brider ceux qui veulent en faire plus. Donc c'est une gestion qui est très complexe, mais qui était très complexe. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place alors quand vous étiez en coopérative, parce que le lait français, c'est quasiment 50% est collecté par les coopératives et 50% par les industriels privés. Donc ceux qui étaient en coopérative, bon, bah, ils étaient avec leur coopérative, donc la coopérative a obligation de collecter tout le lait que tu produis. Par contre, ils ont décidé de faire des prix différenciés en fait. Donc ce que vous aviez en quota, en gros, hein, je schématise, mais ce que vous aviez en quota à la base, vous êtes payé au prix A, et si vous voulez produire plus, on vous paiera moins cher. Donc c'est comme ça qu'ils ont un petit peu contrôlé les volumes pour pas que ça explose. Et nous, en privé, parce que moi je suis collecté par un collecteur privé, par l'entreprise Bell, nous on a fait des contrats. Et en gros, pour faire simple, hein, le volume qu'on avait en quota, on l'a transformé en contrat. Et pareil, si on dépasse le volume de contrat, on est pénalisé. Puis est-ce que tes contrats sont renouvelables tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Un contrat de 5 ans. Tu as quand même une sorte de protection dans le sens que tu sais, tu as une vision sur les 5 ans à venir. Oui. J'ai une vision sur les 5 ans. Et alors nous, c'est plutôt rare en France pour le souligner, on a le prix à l'année. Donc on a créé une organisation de producteurs. Donc tous les producteurs Bell en fait sont regroupés. On a créé une organisation. Et cette organisation, on élit des représentants qui vont négocier le prix avec l'entreprise Bell. Et ils le négocient à l'année. Voilà. Donc ce qui est plutôt confortable parce qu'on sait sur l'année combien on va être payé déjà. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est qu'on a réflexe. Attends, hop, ça arrive. On va le remettre. Le mur est pas large. Comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait, nous, voilà, on a remplacé les quotas par des contrats, on négocie le prix à l'année et on s'organise comme ça. Voilà. Mais c'est sécurisant parce qu'on a le contrat sur 5 ans, qui est pas renouvelable automatiquement, mais vu que l'entreprise n'a qu'un petit nombre de producteurs en France, Bell, c'est plutôt sécurisant, même pour eux, autant pour eux que pour nous. Un autre sujet, tu vois, je vois que tes vaches sont en fabrication libre. Ouais. Ce qui est quand même fréquent maintenant aussi au Canada. Il y a des grandes installations avec les mêmes robots, les lits de Laval. En fait. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que le débat en France, il est là entre les vaches attachées, les vaches en fabrication libre? Comment c'est vécu ici Alors, il n'y a pas trop de débat sur les vaches attachées en France, parce qu'il y en a très très peu. Vous pouvez trouver en montagne, vous allez en parler des vaches attachées, ça se fait très très rare. Le débat en France, il est plutôt entre les vaches en bâtiment et les vaches en pâture. En fait, voilà, c'est vraiment là qu'il y a un gros débat. Parfois, elles sont et en bâtiment et en pâture. Ben moi, elles sont en bâtiment et en pâture. Mais alors, vous avez quasiment pas de troupeaux où elles sont 100% dehors toute l'année. C'est très très rare en France. Vous avez soit en bâtiment et puis elles sortent, ou soit en bâtiment enfermées toute l'année, quoi. Donc moi, avant, elles étaient en bâtiment toute l'année, enfermées toute l'année. Et depuis un an, depuis cette année, en fait, elles sortent en pâturage. Donc moi, c'était mon grand-père qui les avait rentrées fin des années 70, début 80, il les avait rentrés en bâtiment et lui a décidé de refaire du rab. Je sais pas si... Non, tu gênes pas, non. Il circule. Et donc il les a rentrés en bâtiment dans la fin des années 70, début 80. Et moi je les ressors cette année parce qu'il y a un cahier des charges qui est différent avec l'entreprise. On est payé un peu plus cher
En les mettant en pâturage. Voilà, en les mettant en pâturage, voilà. Un autre sujet, dis-moi, qu'on devrait aborder pour finir cette quotidienne, c'est quand même, moi je te suis sur Twitter, puis depuis 10 jours que je suis là. Là, j'avais vu Yannick Jadot qui était avec Rotel Krief, si je ne me trompe pas, puis qui a commencé à dire que là, ça ne marchait plus parce que les subventions en fait étaient données aux agriculteurs conventionnels en Europe. Il fallait que ça change, il fallait que ça soit donné au bio. Mais là, j'ai vu Étienne Fourmont qui a retweeté derrière en sortant un tableau qui a l'air de dire le contraire. Tu vois. Ouais, non, alors Europe Écologie. Pour préciser, pour ceux qui nous écoutent au Québec, Yannick Jadot, c'est un peu la figure de proue des écologistes. En fait, il y en a plusieurs qui se présentent pour les écologistes pour les prochaines présidentielles. C'est un peu la vedette ou potentiellement le candidat qui devrait être le candidat. Ça sera logiquement le candidat des écolos à la présidentielle l'année prochaine, quoi. Mais là, tu n'es pas tout à fait sur la même longueur d'onde que lui. Ah, pas du tout, non. non, parce que voilà, il sort beaucoup d'énormités. Je ne sais pas si vous avez le même au Québec, au Canada, mais il sort beaucoup d'énormités. Et il en a sorti une très très grosse en expliquant qu'on donnait plus de subventions, ou à la limite aux éleveurs comme moi, que ceux qui font du bio. Sauf que quand on regarde vraiment les chiffres, c'est faux en fait. C'est un vrai équivalent. Il y a même un peu plus d'aide pour le bio en France, mais ça... Mais en gros, non, les éleveurs bio ont autant d'aide, voire un peu plus d'aide que nous. Donc on est beaucoup à l'avoir repris aussi sur Twitter. Et j'ai vu ça ce matin, il y a des articles dans la presse généraliste qui sont sortis pour dire Yannick Jadot a dit une bêtise, c'est faux, les bio touchent pas moins d'aide que les conventionnels. En fait, voilà. Est-ce que tu te risquerais à nous dire c'est qui le candidat qui comprend le mieux les producteurs actuellement dans les débuts de débat qu'on voit là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alors, c'est assez rare pour le dire, mais on a plutôt un bon ministre de l'Agriculture en France. Voilà. Julien de Normandie. Là, Julien de Normandie, voilà, qui est ministre de l'Agriculture. Il sort d'une école agricole et c'est vrai qu'il connaît plutôt bien le sujet. Comparé à celui avant, celui qu'on avait avant était très très mauvais. Je ne rappelle même plus son nom. Et c'est très Didier Guillaume. Voilà. Vous avez eu Didier Guillaume, vous avez eu. Non, il y a eu Stéphane Travers, Didier Guillaume et Julien de Normandie. Voilà, ça, ouais. Donc l'autre était très très mauvais. Didier Guillaume était très très mauvais, donc celui-là il est plutôt bon. Donc j'aurais envie de dire que pour l'instant, alors j'aurais dit, la semaine dernière j'aurais dit, je pense qu'Emmanuel Macron est peut-être pour moi le candidat le plus apte à devenir président. Il est déjà président, mais à le redevenir. Parce qu'à part lui, honnêtement, dans le paysage politique français, j'en vois pas beaucoup d'autres. Mais il a sorti une grosse connerie la semaine dernière, fin de semaine dernière. Emmanuel Macron. Et je pense que ça a embêté Julien de Normandie parce qu'il a fait un tweet en disant qu'il allait prendre la France à la présidence de l'Europe très bientôt là. Oui, très début 2022. Ouais, voilà. Et il a écrit le programme de l'envie de la France, c'est de sortir des pesticides au niveau européen. Donc forcément, ça nous a fait un peu bondir. Donc du coup, on a trouvé ça ridicule et il a baissé dans mon estime. Macron, pas Julien de Normandie. Et Julien de Normandie a dû rattraper un petit peu derrière le coup en expliquant que voilà, ça n'allait pas se faire comme ça, que c'est des négociations, enfin voilà, tu vois. Mais c'est un peu un débat aussi, ce que tu nous dis là, c'est un peu un débat qui rejoint le débat du Québec. Actuellement c'est la ville de Montréal qui a pris des engagements assez... c'est sûr que c'est la ville, donc c'est moins dommageable. Il y a quand même des producteurs pour ville à Montréal, mais c'est moins dommageable que si c'était à l'échelle de l'Europe. Mais il y a effectivement une tendance actuellement qui se dessine aussi au Québec, au Canada. Un gros débat sur peut-on utiliser plus ou moins de pesticides ou doit-on aller jusqu'à interdire les pesticides. C'est un sujet effectivement qui fait du bruit. Qui fait beaucoup de bruit. Ici aussi en France, ça fait beaucoup de bruit. C'est le bien-être animal, les vaches qui sortent ou qui sortent pas, ou les animaux qui sortent pas, et les pesticides. C'est les deux gros sujets très clivants en ce moment en France. Mais sur les pesticides justement, toi qui es... Attends, c'est parce que le robot là, on n'a pas l'impression qu'il va faire du bruit et je pense qu'il va s'arracher les cheveux à faire le montage. Sinon on se déplace. Hein? On veut des morceaux par là-bas. Ouais. Je vais éteindre que... Ah, c'est bon. Alors Étienne, pour terminer justement sur le dossier des pesticides, on vient de sortir nous un dossier au mois d'août sur l'imbroglio où tout le monde se perd. Et en fait, on a une chronique de Yann Turbine que tu connais, qui a participé à plusieurs fois à nos émissions, qui est actionnaire du journal, avec les chroniqueurs chez nous. Lui, il a titré de penser que l'on pourrait se passer des pesticides est une folle utopie. Alors, est-ce que c'est la même lecture que vous avez comme producteur en France? Est-ce qu'on peut remplacer tout ce bio? Est-ce que c'est possible qu'on arrive à ça? Alors, non. Enfin, en France, c'est sûr que non.
même dans le monde, hein, je pense que c'est sûr que non, ça va pas dans le sens du progrès en fait. Si tu regardes un peu comment ça évolue, mais depuis qu'on est depuis des générations, on a toujours cherché à s'améliorer, à protéger nos plantes des ravageurs, des maladies, des champignons, choses comme ça. Et tu te rends compte que mais que ce soit en bio hein, aussi, nous en bio, j'utilise des produits phytosanitaires aussi en France, ou en conventionnel, on en a besoin. Il y a un rapport de l'Union Européenne qui est sorti, nous, il y a un mois, à peu près, un mois de ça, qui explique que si toute l'Europe passait en bio, on perd 10 à 15% minimum de la production européenne alimentaire. Et il l'explique dans le rapport, ça met en danger la sécurité alimentaire de l'Europe, et forcément, on est dépendant d'autres pays pour nous nourrir. Et ce qui vient des autres pays, on ne le contrôle pas forcément comme on le contrôlerait en France ou en Europe. Et pourtant, risqué. Et pourtant, les politiques même les plus avisées, puisque Julien de Normandie, comme tu le dis, est un agronome très avisé de la situation, ministre de l'Agriculture actuellement, mais on a quand même un gouvernement qui tend dans la tendance médiatique de plus de pesticides. C'est très électoraliste. C'est un discours hyper électoraliste qui convient... Depuis déjà de nombreuses années, on a montré les pesticides, les produits phytosanitaires comme hyper dangereux. Peut-être qu'il y a des erreurs, il y a certainement des erreurs qui ont été faites avant. Il y a 15, 20, 30 ans, il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a des produits qui sont aujourd'hui interdits, qu'utilisait mon père par exemple, mais qui sont aujourd'hui interdits. Les conditions dans lesquelles on l'utilise aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais sauf que c'était très vendeur de faire... Enfin, je sais pas, la presse généraliste en France adore faire peur. Et les Français sont très anxieux. Et la presse a fait énormément de reportages sur les pesticides, voilà, comme quoi ça tuait la nature, ça tuait les gens, tout ça. Depuis peut-être 5-10 ans, donc on a fait extrêmement peur aux gens. Et la société, globalement, a très peur des pesticides en France. Et donc c'est très bien électoralement de dire on est contre les pesticides, quoi, tu vois. En réalité, quand on regarde les chiffres, quand on regarde au niveau environnement, si c'est bien utilisé, évidemment, hein, si on fait pas de conneries, les pesticides sont plutôt une bonne chose, donc on protège les cultures tout simplement, quoi. Ça prend plus de producteurs qui, comme toi, font de la pédagogie, parce que quand tu t'en vas tout à l'heure sur une radio à nouveau, ouais. C'était souvent sur les radios françaises, c'était souvent sur les plateaux de télé français, c'était un des rares agriculteurs d'ailleurs qui prend le temps d'aller expliquer en fait c'est quoi le métier. Ouais, j'essaye. Ça veut dire que ça en prend plus des tiennes. Oui, mais on est très nombreux à nous sur les réseaux, on est de plus en plus nombreux sur les réseaux à communiquer sur notre métier, à expliquer notre métier. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un peu plus de lumière, voilà, j'ai commencé il y a déjà quelques années, donc quand tu es dans les premiers à être sur Twitter, sur YouTube ou sur Instagram, les médias aiment ça aussi, donc je pense qu'ils sont venus me chercher plus tôt et ça me permet de montrer la réalité du métier d'agriculteur laitier français aujourd'hui aux concitoyens, aux consommateurs. Mais oui, ça prend du temps, ça prend un peu de temps, mais c'est super enrichissant et puis il faut que des agriculteurs puissent parler dans les médias de leur vécu sur le terrain, de leur ferme, comment ça fonctionne, par rapport à l'environnement, à la législation, à l'économique, à la main-d'œuvre, à tous les sujets hyper importants en agriculture, quoi. Alors Étienne, on est super content parce que là on est sur ta ferme, on l'avait dit qu'on viendrait. La prochaine fois, j'espère que c'est toi qui vas traverser un jour. J'espère, voilà, j'aimerais bien. Peut-être une ferme, une visite du journal des instituts, mais on va t'emmener voir plein de fermes aussi, voir comment ça se passe. Mais on est bien content, donc on a traversé l'océan pour venir te voir. Excuse, je voyais que ça filmait plus. Je voyais plus le voyant rouge, je me dis ça filme plus, mais c'est bon. Alors c'est ça que je disais, on est bien content Étienne, qu'on ait traversé cette fois-ci pour venir te voir. On a vu ta ferme, on a vu comment tu travailles, on a pu un peu plus comprendre c'est quoi ton métier, comment tu l'expliques aussi. On espère te voir traverser au Québec un jour, venir voir notre journal, l'Institut et d'autres fermes qui sont à découvrir par chez nous. Et on vous remercie d'avoir participé à la quotidienne depuis la France. C'est la deuxième quotidienne en France que nous faisons. On a fait une chez Jean-Marie Séroni, on a fait une avec Étienne. On n'a pas dit notre dernier mot parce qu'on a bien l'intention nous aussi de revenir en 2022. Eh ben avec plaisir. Merci. C'est bon? C'est bon. Parfait. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Toute l'équipe de Belle-Île, Solutions Nutrition, est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.